J'espère qu'Ellie n'a pas pris tout ça trop à cœur, dit Judd Crandall. Une fois de plus, Louise se dit que le vieil homme avait le don, un peu malsain finalement, de mettre immédiatement le doigt sur le point sensible. Louis, Judd et Norma prenaient le frais sur la véranda des Grandes Dalles, en sirotant du thé glacé au lieu de leur habituelle bière vespérale. Sur la route, le trafic était nettement plus intense qu'à l'accoutumée à cause des retours de week-end. L'été touchait à sa fin, et les citadins se disaient sans doute que désormais tout week-end un peu ensoleillé avait des chances d'être le dernier. Louise devait prendre son service le lendemain à la tête de l'infirmerie de l'université de Rono. Depuis hier, les étudiants affluaient par vagues successives, s'installant dans des immeubles de studio du centre-ville ou dans les pavillons de la cité universitaire du campus, renouant de vieilles connaissances et se lamentant probablement déjà à l'idée qu'ils allaient être obligés pendant une nouvelle année de se lever aux aurores et de partager le piètre ordinaire des restos U. Rachel lui avait battu froid, un froid polaire, toute la journée, et il savait que lorsqu'il retraverserait la route tout à l'heure, il la trouverait déjà endormie, probablement avec Gage dans les bras, tellement recroquevillée contre le bord du lit que le bébé serait en danger de tomber. Sa moitié de lit se serait augmentée d'un bon quart, et elle lui ferait l'effet d'un grand désert aride. Je vous disais que j'espérais qu'Ellie. Oh, excusez-moi, dit Louis, je rêvassais. Ça l'a un peu perturbé, en effet. Mais comment l'avez-vous deviné? Oh, c'est qu'on en a vu passer des gosses, nous autres, dit Judd, en prenant la main de sa femme et en lui souriant tendrement. Hein? N'est-ce pas, ma bonne? Ah, ça oui, des tripotés, dit Norma. Nous aimons beaucoup les enfants. Souvent, ce cimetière d'animaux est leur premier vrai face-à-face avec la mort, expliqua Judd. Bien sûr, ils voient des gens mourir à la télé, mais ils savent bien que ce n'est que de la blague. Pareil que dans ces vieux westerns qui autrefois passaient au cinéma chaque samedi après-midi. À la télé et dans les westerns, c'est juste des types qui se cramponnent le ventre ou la poitrine à deux mains avant de s'écrouler. Mais pour la plupart d'entre eux, ce petit cercle de gazon sur la colline est bien plus réel que tous ces films et toutes ces dramatiques de télé mises ensemble, vous pensez bien. Louise fit un signe d'assentiment en songeant. Vous devriez expliquer ça à ma femme. Il y a des enfants qui ne sont pas affectés du tout, reprit-il, en apparence du moins, mais moi je penserais plutôt qu'ils mettent ça dans leur poche, en quelque sorte, pour l'examiner plus tard, bien à leur aise, comme ils le font avec tous les objets curieux qu'ils ramassent. En général, ça ne fait pas de drame, quoique, parfois. Tu te rappelles du petit Holloway, Norma? La vieille dame hocha la tête, et les glaçons s'entrechoquèrent dans son verre avec un son cristallin. Ses lunettes pendaient sur le devant de sa robe, et la chaîne qui les retenait étincela brièvement dans la lueur des phares d'une voiture qui passait sur la route. Il a eu des cauchemars épouvantables, dit-elle. Il rêvait de trépassés qui revenaient de sous la terre, tout ça, et là-dessus, son chien a crevé. En ville, tout le monde a pensé que cette pauvre bête avait dû manger un appât empoisonné. N'est-ce pas, Judd? Ma foi, oui, dit Judd en hochant la tête. Quelqu'un avait dû lui refiler une boulette de viande assaisonnée de mort au rat. Le chien est mort, c'était en 1925. Billy Holloway avait dans les 10 ans à l'époque. Il a fait du chemin plus tard. D'abord, il a décroché un siège à la législature d'État, et ensuite il s'est présenté aux élections pour la Chambre des représentants, mais il a été battu. C'était juste avant le début de la guerre de Corée. Et il a organisé de belles funérailles à son chien avec ses copains. Tu te rappelles? Dit Norma. Ce n'était qu'un petit corneau, mais Billy avait beaucoup d'attachement pour lui. Ses parents n'étaient pas très chauds pour ses obsèques, suite au cauchemar que Billy avait eu et tout, mais elles se sont très bien passées. Ce sont deux garçons un peu plus âgés qui lui ont fabriqué son petit cercueil. Hein, Judd? Judd fit oui de la tête, vida le fond de son verre de thé et dit oui, ce sont les frères Hal, Dean et Dana qui ont fait ça, avec l'aide d'un autre copain à Billy. Je ne me rappelle plus de son prénom, mais je suis sûr que c'était un des fils Bowie. Tu te rappelles des Bowie, Norma? Ils habitaient l'ancienne maison des Brochettes sur Middle Drive. Ah oui, s'écria Norma, aussi excitée que si tout cela datait de la veille. Et peut-être que dans son esprit, il en allait bien ainsi. Oui, c'était un des petits Bowie, Alan ou Burt. Ou peut-être Kendall, renchérit Judd. En tout cas, ils se sont drôlement disputés au moment où il a fallu décider qui c'est qui porterait les cordons du poil. Le chien n'était pas bien gros, ce qui fait qu'il n'y avait pas de place pour plus de 2 porteurs. Les frères Hall trouvaient que ça leur revenait de droit, vu que c'était eux qui avaient fabriqué le cercueil. Et comme en plus ils étaient jumeaux, ça allait bien pour faire une paire. Billy leur a répondu qu'il n'avait pas été assez intime avec Bowser, c'était le nom du chien, pour pouvoir porter son cercueil. Tenir les cordons du poil est un honneur qui est réservé aux amis intimes du défunt, qu'il leur disait. On ne peut pas laisser faire ça au premier charpentier venu. Les grandes dalles s'esclaffèrent et Louis s'arracha un sourire.
L'affaire était à deux doigts de dégénérer en bagarre, continua Judd. Mais là-dessus, Mandy Holloway, c'est la sœur de Billy, s'est précipitée dans la bibliothèque et elle en a sorti le volume 4 de l'Encyclopédia Britannica. Son père, Stephen Holloway, était le seul médecin de toute la région qui va de Bucksport à Bangor dans ce temps-là. Et leur famille était la plus riche de Ludlow, la seule qui avait les moyens de s'offrir une encyclopédie. Ils ont aussi été les premiers à avoir l'électricité chez eux, nota incidemment Norma. Bref, reprit Judd, voilà Mandy qui déboule comme une folle l'escalier du perron, soulevant son jupon d'une main et brandissant de l'autre un livre qui paraissait d'autant plus gros qu'elle n'avait guère plus de 8 ans, au moment même où Billy et le petit Bowie, ça devait être Kendall, celui qui s'est écrasé avec son avion de chasse au cours d'un vol d'entraînement dans la baie de Pensacola, en Floride, au début des années 42, je crois. Donc il était sur le point d'en venir aux mains avec les jumeaux Hall pour savoir qui c'est qu'aurait l'insigne privilège de porter ce malheureux corneau jusqu'à sa dernière demeure. Depuis un moment déjà, Louis sentait une sourde hilarité monter en lui. Tout à coup, il éclata franchement de rire, et la tension qui était restée incrustée en lui depuis sa désolante altercation avec Rachel s'allégea enfin. Judd continua, et Mandy qui se précipite sur eux en gueulant « Non, non, attendez, regardez ce que j'ai trouvé !» Et les voilà qui s'arrêtent tous pour voir de quoi il s'agit et qui s'écrient « Oh, putain de bon Dieu !» vu que… « Oh, Judd !» coupa Norma sur le ton de l'avertissement. Oh, « Pardon, chérie, quand je raconte une histoire, j'ai tendance à me relâcher un peu. »« Ah bah ça je vois bien !» bougonna-t-elle. Donc, les voilà qui s'écrient « Oh, sacré nom d'une pipe !» vu que la fillette a ouvert l'encyclopédie de son papa à l'article Funérailles, qu'il est illustré d'une grande photo de la reine Victoria en train de partir pour son dernier voyage, et qu'au moins 45 bonshommes se sont placés de chaque côté de son cercueil pour le porter jusqu'au trou. Les uns suant sang et eau parce que c'est un vrai sarcophage d'impératrice qui pèse sacrément lourd, les autres poireautant simplement, en queue de morue, un tuyau de poil vissé sur le crâne comme s'ils attendaient le départ du derby d'Epsom. Et Mandy leur fait « Quand il s'agit de funérailles nationales, on a le droit de mettre autant de gens qu'on veut pour tenir les cordons du poil. C'est écrit dans le livre. »« Et c'est comme ça que le problème a été réglé ?» demanda Louis. Oui, et du coup tout s'est arrangé. Les gosses se sont mis à 20 pour porter le cercueil de Browser, et l'effet d'ensemble était quasiment le même que sur la photo des obsèques de la reine Victoria, à part qu'il n'y avait ni queue de pie ni haute forme. Mandy s'est chargée d'organiser la cérémonie comme il faut. Elle les a fait tous aligner sur 2 rangs. Elle leur a distribué à chacun une fleur des champs, des dents de lion, marguerite ou coucou, et le cortège s'est ébranlé. Soit dit en passant, c'est bien plutôt Mandy Holloway qu'on aurait dû envoyer siéger au Congrès. Le pays se porterait autrement mieux avec des élus de cette trempe. Judd eut un petit rire et il hocha la tête. Quoi qu'il en soit, à dater de ce jour, Billy Holloway n'a plus jamais fait aucun cauchemar au sujet du cimetière des animaux. Une fois passé le deuil de son chien, il a repris le cours normal de sa vie. C'est ce qu'on fait tous dans ces cas-là, j'imagine. Louis repensa à l'état de quasi-hystérie dans lequel Rachel s'était mise. « Votre petite fille Ellie s'en remettra » dit Norma en changeant de position dans son siège. « Vous devez penser que la mort est notre sujet de conversation favori, Louis. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, Judd et moi. On doit faire l'effet d'être 2 vieux corbeaux amateurs de charogne. »« Mais non, voyons, ne dites pas de bêtises, » protesta Louis. « Mais il vaut peut-être mieux se rappeler qu'elle existe, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, mais on dirait que plus personne ne veut en entendre parler, ni même seulement y penser. Ils ont banni la mort de la télé sous prétexte que c'est un spectacle malsain pour les enfants, qui risquerait de leur pervertir l'esprit. Et puis maintenant, les gens veulent des cercueils fermés pour ne plus contempler les dépouilles mortelles de leurs défunts. On dirait qu'ils veulent l'oublier, la mort. Voilà ce que je pense. » « Et cela au moment même où nous arrive la télévision par câble, » reprit Judd, qui passe tous ces films montrant des gens en train de… Judd lança un coup d'œil en direction de Norma et il se racla la gorge. « De faire des choses qu'on ne fait pas habituellement, que derrière des rideaux tirés, conclut-il. C'est drôle ce que ça peut changer d'une génération à l'autre, pas vrai ? » Oui, vous devez avoir raison, dit Louis. On est d'une autre époque, nous autres, reprit Judd d'un ton où perçait presque comme de la gêne. D'une époque où on vivait dans la proximité quotidienne de la mort. Nous avons vu la grande épidémie de grippe espagnole aussitôt après la guerre de 14. Il était courant alors que les femmes meurent en couche et les enfants succombaient à des infections ou à des fièvres que les médecins d'à présent savent faire disparaître comme d'un coup de baguette magique. Au temps où nous étions jeunes, Norma et moi, si vous attrapiez le cancer, ça équivalait à un arrêt de mort instantané. Dans les années 20, la radiothérapie, ça n'existait pas. 2 guerres mondiales, des assassinats, des suicides. Judd s'interrompit et il resta silencieux un moment. Enfin, pour nous, la mort était à la fois une amie et une ennemie, reprit-il enfin.
Mon frère Pete est mort d'une appendicite aiguë. C'était en 1912, sous la présidence de Taft. Il venait tout juste de fêter ses 14 ans et il était le meilleur batteur de baseball du pays. En ce temps-là, on n'avait pas besoin d'aller au collège pour étudier la mort. Elle venait de son propre chef vous faire une petite visite. Et même des fois, elle s'incrustait pour le dîner. Elle vous collait après comme de la merde aux souliers. Cette fois, au lieu de le reprendre, Norma se contenta de hocher la tête sans rien dire. Louise se leva, s'étira et déclara « Bon, à présent, il faut que je vous quitte. J'ai une journée chargée demain. »« Ah, c'est vrai que c'est demain que le grand branle-bas commence pour vous, » dit Judd en se levant aussi. Voyant que Norma s'efforçait de l'imiter, le vieil homme lui tendit la main et elle se hissa debout avec une grimace. « Ça vous fait très mal ce soir » demanda Louise. « Oh, pas tellement, répondit-elle. Vous devriez mettre une bouillotte cette nuit. Oui, oui, bien sûr, dit Norma. Je le fais toujours. Louis, ne vous faites pas de mauvais sang au sujet d'Ellie. Cet automne, elle sera bien trop occupée à lier connaissance avec ses nouveaux amis pour se soucier outre mesure de ce vieux cimetière. Peut-être bien qu'un de ces jours, ils s'y rendront tous en bande pour repeindre quelques pancartes, arracher les mauvaises herbes ou planter des fleurs. Des fois, l'envie leur en prend, subitement, comme ça. À ce moment-là, elle se sentira mieux, elle commencera à se familiariser avec l'idée de la mort. Si ma femme a son mot à dire, ça ne risque pas d'arriver, pensa-t-il. Passez donc demain soir si vous avez un moment, dit Judd. Vous me raconterez comment les choses se sont arrangées à l'université, et je vous flanquerai une pile au cribbage. Ah, à moins que je vous saoule d'abord, dit Louis, et qu'ensuite je vous mette capot. Doc, dit Judd avec beaucoup de sincérité, le jour où je ferai capot au cribbage, j'aurai tellement besoin de me faire soigner que je n'hésiterai même pas à faire appel à un charlatan comme vous. Il les quitta sur un dernier rire et traversa la route pour regagner sa maison assoupie dans les ténèbres épaisses de cette belle soirée de fin d'été. Rachel dormait à l'extrême bord du lit, recroquevillée en position de fœtus, le bébé dans les bras. Louise se dit que ça finirait bien par lui passer. Ils avaient eu leur lot de disputes et de fâcheries au cours de leur vie conjugale, mais jamais encore elle n'avait pris une tournure aussi inquiétante. Louis éprouvait un mélange de colère et de tristesse. Il espérait une prompte réconciliation, mais il ne voyait pas très bien comment la provoquer, et il n'était même pas certain que ce fût à lui de faire le premier pas. Et puis tout cela était tellement gratuit, une tempête dans un verre d'eau, qui, à la suite d'un incompréhensible tour de passe-passe intellectuel, avait pris les proportions d'un véritable ouragan. Des différends, il y en avait eu, certes, mais bien peu avaient donné lieu à des altercations aussi âpres que celles qui avaient suivi les interrogations et les larmes d'Élie. Il suffisait sans doute d'un petit nombre de chocs de cette nature pour qu'un mariage soit ébranlé dans ses fondations mêmes. Et un beau jour, au lieu d'apprendre la triste nouvelle par la lecture des journaux ou en recevant d'un ami un petit mot hâtivement griffonné, « Lou, je préfère te le dire moi-même plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre te l'apprenne, Maggie et moi, nous avons décidé de nous séparer. » C'était à vous que ça arrivait. Il se déshabilla sans bruit et régla le réveil sur 6 heures. Ensuite, il prit une douche, se lava les cheveux, se rasa et croqua un comprimé d'acédrine avant de se brosser les dents, car il éprouvait une légère sensation de brûlure dans la région épigastrique. Peut-être que le thé glacé de Norma lui avait causé des aigreurs d'estomac, à moins que ce ne fût d'avoir trouvé au retour Rachel recroquevillée sur elle-même à l'autre extrémité du lit. N'avait-il pas appris, lorsqu'il étudiait l'histoire au collège, que le territoire est la base de tout ? Après s'être méticuleusement acquitté de toutes ses obligations vespérales, Louis se mit au lit, mais il n'arriva pas à trouver le sommeil. Il y avait quelque chose qui le tarabustait. Tout en écoutant Rachel et Gage respirer presque au même rythme, il tournait et retournait dans sa tête les événements des dernières 48 heures. Général Patton, Anna, la meilleure chienne de tous les temps, en souvenir de Martha, notre lapine, et la fureur d'Élie. « Je ne veux pas que Church meure. Il n'est pas le chat du bon Dieu. Si le bon Dieu veut un chat, il n'a qu'à s'en trouver un autre. » Et la fureur de Rachel, tout aussi excessive. « C'est cela que tu devrais savoir en tant que médecin. » Et Norma Grandal disant « On dirait que plus personne ne veut en entendre parler. » Et Judd, avec sa voix implacablement ferme, pleine d'une certitude terrifiante, sa voix d'un autre âge. Et même des fois, elle s'incrustait pour le dîner, elle vous collait après comme de la merde aux souliers. La voix de Judd se fondit tout à coup avec celle de la mère de Louis Creed, qui avait mis son fils au fait des choses du sexe dès l'âge de 4 ans, mais ne lui avait dit la vérité sur la mort que 8 ans plus tard, après que sa cousine Rutty eût été tuée dans un stupide accident de voiture. Rutty avait été broyée à bord de la voiture de son père par un adolescent qui avait décidé de s'offrir une petite balade au volant d'un bulldozer de la direction des travaux publics
dont la clé avait été oubliée sur le tableau de bord et s'était aperçu trop tard qu'il ne savait pas comment arrêter l'énorme engin. Le jeune gars s'en était tiré avec quelques coupures et contusions sans gravité, mais la Fairlane de l'oncle Karl était en miettes. La mère de Louis lui avait annoncé la chose sans détour, et il avait réagi en disant « Manon, voyons, c'est impossible, Ruthie ne peut pas être morte. » Il avait bien entendu ces paroles, mais il n'arrivait pas à leur trouver un sens. « Qu'est-ce que tu entends par morte? De quoi parles-tu » Et puis, après quelques instants de réflexion, il avait ajouté « Qu'est-ce qui va s'occuper des funérailles ?» L'oncle Karl avait beau être un entrepreneur de pompes funèbres, Louis n'arrivait pas à l'imaginer enterrant sa propre fille. Dans l'état de confusion et de terreur croissante dans lequel il se trouvait, cette question lui était apparue comme la plus importante de toutes. C'était une véritable énigme, comme de savoir qui coupe les cheveux de l'unique barbier du village. « Je suppose que c'est Denis Donahue qui va s'en charger, » avait répondu sa mère. Le bord de ses paupières était rouge et elle paraissait extrêmement lasse. Louis eut l'impression qu'elle était presque malade de fatigue. « De tous ses confrères, c'est celui que ton oncle Karl aime le mieux. »« Oh, Louise, cette pauvre petite Ruthie, quand je pense à ce qu'elle a dû souffrir... Prie avec moi, Louise, tu veux bien? Faisons une prière pour Russie. J'ai besoin que tu m'aides. » Louis et sa mère étaient tombés à genoux dans la cuisine. Ils s'étaient mis à prier, et c'est la prière qui lui avait enfin fait voir la vérité telle qu'elle était. Si sa mère priait pour l'âme de Ruthie Creed, il fallait bien en conclure qu'elle n'avait plus de corps. Devant ses yeux fermés, il avait vu surgir l'image épouvantable de Ruthie, venant prendre part à la fête de son 13e anniversaire, avec ses yeux décomposés lui pendant sur les joues et une moisissure bleuâtre mangeant ses cheveux roux. Et cette vision n'avait pas seulement fait naître en lui un violent dégoût, mais un élan douloureux d'amour sans espoir. Ravagé par une souffrance spirituelle comme il n'en avait encore jamais connue, il s'était écrié « Elle ne peut pas être morte, maman! Elle ne peut pas être morte! Je l'aime !» Sa mère lui avait répondu d'une voix sans timbre et pourtant évocatrice de toutes sortes d'images. Champs morts écrasés sous le ciel lourd de novembre, pétales de roses éparpillés racornis et virant au brun, bassin vide envahi d'une mousse verdâtre, putréfaction, corruption, poussière. « Si, mon chéri, je suis navré, mais c'est ainsi. Rusty nous a quittés. » Louise frissonna et il se répéta. « Quand on est mort, que veux-tu que je te dise ?» Et tout à coup il se rappela ce qu'il avait oublié de faire, comprit ce qui l'avait tenu éveillé à ressasser de vieilles douleurs, alors que son premier jour de service commençait le lendemain de bonne heure. Il se leva, prit la direction de l'escalier, mais juste avant de l'atteindre, fit un brusque crochet et gagna la chambre d'Élie à l'autre bout du corridor. La fillette dormait paisiblement, la bouche ouverte, dans son pyjama d'enfant bleu, qui devenait décidément trop court. « Mon Dieu, Élie, se dit-il, qu'est-ce que tu pousses vite ?» Church, étalé entre les jambes écartées de la fillette, dormait d'un sommeil tout aussi bien heureux. Au rez-de-chaussée, près du téléphone mural, se trouvait un panneau de liège auquel étaient punaisés des messages, des pense-bêtes, des factures. Sur la bordure supérieure du panneau, Rachel avait inscrit en grosse capitale bien nette « Chose à repousser le plus longtemps possible ». Louis ouvrit l'annuaire du téléphone, y chercha un numéro et le reporta sur une feuille de bloc-notes vierge. Sous le numéro de téléphone, il nota « Quentin Jolander, vétérinaire. Téléphonez pour rendez-vous Church. Si Jolander ne stérilise pas, demandez l'adresse d'un confrère. » Il regarda sa note en se demandant s'il était bien temps de faire cela, et en sachant que oui. Il fallait bien que tout ce malaise aboutisse à quelque chose de concret, et à un certain moment de la journée, Louis avait décidé, sans même le savoir, qu'il ne voulait plus que Church traverse la route s'il pouvait faire quelque chose pour l'en empêcher. Il sentit se réveiller en lui les sentiments qu'il avait toujours éprouvés à ce sujet, l'idée que la castration diminuerait l'animal, qu'elle le transformerait prématurément en un vieux chat obèse qui se contenterait de roupiller sur le radiateur en attendant qu'on vienne bien lui remplir son plat. Louis ne voulait pas que Church devienne comme cela. Il l'aimait tel qu'il était, svelte et teigneux. Dehors, dans l'obscurité, un gros semi-remorque passa, en grondant, sur la route 15, et c'était cela qui le décida. Il punaisa sa note au panneau de liège et monta se coucher. Le lendemain matin, à l'heure du petit déjeuner, Élie vit le nouveau pense-bête affiché sur le panneau et elle lui demanda ce qu'il signifiait. « Ça veut dire que Church va subir une petite intervention chirurgicale, » lui expliqua Louis. « Il faudra probablement qu'il passe une nuit chez le vétérinaire après l'opération, et à son retour, il restera dans le jardin et il n'aura plus envie de rôdailler autant qu'avant. »« Ou de traverser la route ?» demanda Élie. « Elle n'a peut-être que 5 ans, songea Louis, mais on ne peut pas dire qu'elle ait l'esprit lent. »« Ou de traverser la route, admit-il. »« Chouette, fit Élie.
et la conversation en resta là. Louis s'était attendu à des protestations passionnées, et même peut-être à une crise de nerfs lorsqu'il annoncerait que Church allait passer une nuit à l'extérieur, et il fut assez déconcerté en voyant Kelly accepter la chose avec autant de sérénité. Du même coup, il mesura toute l'étendue de l'anxiété qui devait la ronger. Peut-être que Rachel n'avait pas eu entièrement tort quant à l'effet que le cimetière avait eu sur elle. Rachel, qui était occupée à faire ingurgiter à Gage son œuf à la coque du matin, venait d'ailleurs de lui adresser un bref coup d'œil à la fois approbateur et reconnaissant, et Louise se sentit soudain le cœur plus léger. Ce regard l'informait que la brouille était passée, que la hache de guerre était enterrée, pour de bon, espérait-il. Un peu plus tard, lorsque le gros autobus scolaire jaune eut englouti Ellie pour la matinée, Rachel s'approcha de lui entoura le cou de ses bras et l'embrassa tendrement sur les lèvres. « C'est rudement gentil d'avoir fait ça, lui dit-elle. Je m'excuse d'avoir été si garce. » Louis lui rendit son baiser, mais il éprouvait tout de même un certain malaise. Ce « je m'excuse d'avoir été si garce » n'était pas, loin s'en fallait, une déclaration typique dans la bouche de Rachel, mais il lui semblait bien tout de même l'avoir déjà entendue quelquefois. En général, c'était quand Rachel venait de faire prévaloir son point de vue. Pendant ce temps-là, Gage s'était dirigé vers la porte d'entrée de son pas maladroit et un peu titubant, avait collé son nez contre le rebord inférieur de la vitre, et à présent il regardait la route déserte. « Tobus » fit-il en remontant nonchalamment d'une main sa couche-culotte avachie. « Ellie Tobus !»« Il grandit vite, » dit Louis. Rachel hocha la tête. « Oui, même un peu trop vite à mon goût. »« Attends qu'on n'ait plus besoin de le changer, » dit Louis. « À ce moment-là, il pourra s'arrêter. » Rachel éclata de rire, et soudain tout se remit en place, tout alla pour le mieux entre eux, le mieux du monde. Elle fit un pas en arrière, rajusta un peu la cravate de Louis et l'examina du haut en bas d'un œil critique. « Satisfait de votre inspection, mon adjudant » demanda Louis. « Oui, tu es très chic. »« Je sais bien, mais est-ce que je ressemble à un cardiologue ? Est-ce que j'ai la dégaine d'un mec qui se fait 200 000 $ par an ? » ?»« Non, tu ressembles seulement à ce vieux Lou Creed, » dit Rachel en se marrant, « la bête du rock'n'roll. » Louis jeta un coup d'œil à sa montre. Il faut que la bête du rock'n'roll enfile ses chaussures de concert et qu'il mette les bouts en vitesse, dit-il. Tu as le trac demanda-t-elle. Oui, un peu. Tu devrais pas, dit Rachel. On te file 60 000 $ par an pour poser des bandelettes sur des chevilles foulées, prescrire des remèdes contre le rhume et la gueule de bois, distribuer des pilules anticonceptionnelles à des jeunes filles en fleurs. Oui, mais n'oublie pas la lotion contre les poux et les morpions, dit Louis en se remettant à sourire. L'une des choses qui l'avait le plus surpris lors de sa première visite des locaux était le nombre impressionnant des flacons de Kell, alignés sur des étagères de la pharmacie. Il lui avait semblé qu'une pareille quantité de lotion insecticide aurait été plus à sa place dans l'infirmerie d'une grande base militaire que dans celle d'un campus de taille relativement modeste. Miss Charlton, l'infirmière chef, lui avait expliqué avec un sourire cynique « Dans le coin, les appartements loués à des étudiants par des propriétaires privés sont plutôt du genre cradingue, vous verrez. » Louis avait supposé qu'elle disait vrai. « Bonne journée, » lui dit Rachel avant de l'embrasser à nouveau, et beaucoup plus longuement cette fois. Mais lorsqu'elle décolla ses lèvres des siennes, elle prit une expression de feinte sévérité pour ajouter « Et pour l'amour du ciel, Louis, n'oublie pas que tu n'es plus un petit externe, que tu n'es plus en 2e année d'internat, mais que tu es chef de service à présent. »« Bien, docteur, » fit Louis en prenant un ton humble, et ils rirent à nouveau. L'espace d'un instant, il joua avec l'idée de lui demander « Est-ce que c'était Zelda, chérie ? C'est ça, la mouche qui t'a piqué ? C'est cela la zone de basse pression, Zelda, et la façon dont elle est morte ?» Mais ce n'était pas le moment de lui poser ce genre de questions. En tant que médecin, il savait énormément de choses, et le fait que la naissance et la mort sont aussi naturelles l'une que l'autre était sans doute la plus importante de toutes. Mais il savait qu'il ne faut jamais tripatouiller une plaie qui vient à peine de se refermer, et quoique moins primordial, ça n'en avait pas moins son importance. Si bien qu'il embrassa Rachel sans rien lui demander et sortit. La journée démarrait bien. L'été du Maine jetait ses derniers feux, le ciel était bleu, sans nuages, et le thermomètre semblait s'être fixé à la température idéale de 22 degrés. Louis se laissa rouler sans hâte le long de l'allée du jardin et s'arrêta à l'extrémité le temps de s'assurer que la route était bien libre. Il se disait que jusqu'à présent, il n'avait pas vu la moindre trace de ce feuillage d'automne multicolore pour lequel le Maine était si réputé, mais il avait tout son temps. Il sortit du garage la Honda Civic qu'ils avaient élue comme voiture d'appoint et s'engagea tranquillement sur la route en direction de l'université. Rachel téléphonerait au vétérinaire tout à l'heure, il ferait couper Church et cela mettrait un point final à la paranoïa morbide qui s'était emparée d'eux
et à tout ce délire au sujet du cimetière. Curieux comme cette orthographe défectueuse finissait par s'imprimer dans son esprit, au point d'en paraître presque normal. Et pouvait-on remuer des pensées de mort par une belle matinée de septembre comme celle-ci? Louis alluma la radio et déplaça l'aiguille de l'indicateur jusqu'à ce qu'il tombe sur les Ramones en train de brailler Rockaway Beach. Il augmenta le volume et chanta en chœur avec eux. Pas très juste, mais avec jubilation. Dès qu'il eut franchi les limites du campus, il se trouva pris brusquement au milieu d'un vaste tohu-bohu de voitures, de bicyclettes et de coureurs à pied. Deux joggers surgirent soudain à l'angle d'une allée, l'obligeant à stopper net. Il donna un coup de frein si brutal que sa tête aurait heurté le pare-brise sans la ceinture de sécurité qui le retenait à l'épaule. Il klaxonna rageusement. Il avait toujours été exaspéré par cette habitude qu'ont les joggers, tout comme les bicyclettes d'ailleurs, d'affecter de décliner toute espèce de responsabilité à partir du moment où ils sont lancés. Après tout, ils font de l'exercice, eux. L'un des deux coureurs lui adressa un signe obscène du doigt, sans même se retourner. Louis poussa un soupir, et il redémarra. En arrivant en vue du petit parking réservé à l'infirmerie, il constata que l'ambulance n'était pas à sa place habituelle, et il tiqua avec irritation. L'infirmerie était équipée pour traiter à peu près n'importe quelle maladie et toute espèce d'accident dans le court terme. Au-delà des salles de consultation et de soins, qui ouvraient directement sur le hall d'accueil, elle comportait encore 3 grandes salles de 15 lits chacune. Par contre, elle ne disposait pas d'une salle d'opération ni rien qui puisse en tenir lieu. En cas d'accident grave ou de malaise vraiment sérieux, on ne pouvait compter que sur l'ambulance, qui devait être prête en permanence à véhiculer un malade d'urgence jusqu'au centre hospitalo-universitaire de Bangor. Steve Matterson, le médecin en second, qui avait guidé Louis lors de sa première visite des installations, lui avait exhibé avec une fierté compréhensible les registres des 2 années précédentes. Au cours de ce laps de temps, l'ambulance n'était sortie qu'un total de 38 fois, ce qui n'était guère excessif dans la mesure où l'université comptait plus de 10 000 étudiants inscrits, soit une population totale de presque 17 000 personnes. Et voilà que le matin même où Louis allait pour la première fois faire réellement face à ses obligations, l'ambulance était partie. Il se gara sur l'emplacement face auquel le mur s'ornait d'un panonceau fraîchement peint qui proclamait « Réservé au docteur Creed ». Il descendit de voiture et pénétra hâtivement à l'intérieur des locaux. Il s'engouffra dans la salle de soins numéro 1 et y trouva Miss Charlton, une quinquagénaire encore très fringante en dépit de ses cheveux gris, occupée à prendre la température d'une jeune fille vêtue d'un blue jean et d'un t-shirt à dos nu. Louis nota que la fille avait pris un coup de soleil, voilà peu. Elle pelait d'abondance. Il salua l'infirmière-chef et lui demanda « Où est l'ambulance, Joanne ?»« Oh, nous avons eu une vraie tragédie, » répondit Mr. Charlton, en notant le thermomètre de la bouche de l'étudiante et en l'examinant. En arrivant ce matin, sur le coup de 7 heures, Steve Matterson s'est aperçu qu'il y avait une grosse flaque sous le moteur. Une fuite de radiateur, je crois, et on a dû faire venir une dépanneuse. Génial, maugréa Louis. Mais il éprouvait un net soulagement. Au moins, il ne s'agissait pas d'un transport d'urgence, comme il l'avait d'abord craint. Et quand est-ce qu'il nous la ramène interrogea-t-il. Joan Charlton éclata de rire. Sachant ce que valent les mécanos de l'université, ils nous la renverront peut-être à la mi-décembre, avec un joli ruban de Noël, dit-elle. Elle jeta un regard en direction de l'étudiante et lui annonça « Vous avez 37,5. Prenez 2 aspirines et évitez les bars et les ruelles obscures. » La fille redescendit de la table d'examen, jaugea Louis d'un rapide coup d'œil et sortit. « Notre première cliente du semestre, dit Miss Charlton avec aigreur, tout en secouant énergiquement son thermomètre. Ça n'a pas l'air de vous réjouir tant que ça, dit Louis. Oh, je connais bien cette espèce-là, dit l'infirmière. Oh, bien sûr, nous en avons aussi de l'autre espèce. Les athlètes qui s'obstinent à jouer avec un os fêlé, une tendinite et tout le reste parce qu'ils ne veulent pas sauter un match, parce qu'ils veulent être des mecs, des vrais, parce qu'ils ne veulent pas laisser tomber les copains, même si ça risque de leur interdire à tout jamais une carrière de pro par la suite. Et puis nous avons les patientes du genre de notre petite Miss 37,5 de fièvre. Charlton désigna la fenêtre d'un mouvement du menton, et Louis aperçut la fille au coup de soleil qui s'éloignait dans la direction des bâtiments de la cité universitaire. Dans la salle de soins, elle lui avait donné l'impression d'être quelqu'un qui ne se sentait pas bien du tout, mais s'efforçait de ne pas trop le laisser paraître. Mais à présent, elle marchait d'un pas alerte, en tortillant des hanches. Les garçons se retournaient sur son passage, et elle leur rendait leur regard. C'est l'hypocondriaque type, modèle universitaire, reprit Charlton, en replaçant le thermomètre dans son stérilisateur. Vous la reverrez une bonne 20aine de fois cette année, et la fréquence de ses visites augmentera juste avant chaque nouvelle série d'examens.
Une semaine environ avant les examens de fin d'année, elle se persuadera qu'elle est atteinte d'une pneumonie ou d'une mononucléose infectieuse. Et comme les analyses ne le confirmeront pas, elle se rabattra sur une bronchite. Cela lui permettra de couper à 4 ou 5 épreuves, celles dont les examinateurs ont la réputation d'être particulièrement peau de vache, en espérant que les épreuves de rattrapage seront plus faciles. Les patients de cette sorte-là sont toujours plus malades dans le cas où l'examen est du genre question-réponse, et moins lorsqu'il s'agit de traiter un sujet d'ordre général sous forme de dissertation. Je vous trouve bien cynique ce matin, Charlton, dit Louis, qui de fait était un peu interloqué. Miss Charlton lui fit un clin d'œil qui le dérida instantanément. Oh, je ne le prends pas trop à cœur, docteur. Vous n'avez qu'à faire comme moi. Et où est Steve demanda-t-il. Il est dans votre bureau. Il répond au courrier et il se casse la tête à essayer de comprendre quelque chose aux tonnes de paperasse dont les caisses d'assurance maladie nous ont encore inondés ce matin. Louis poussa la porte de son bureau. En dépit du cynisme de Miss Charlton, il avait l'agréable impression de bien mener sa barque. En y ressongeant par la suite, dans les rares moments où il pouvait supporter d'évoquer ces événements en pensée, Louis situa le début du cauchemar à l'instant précis où l'on amena à l'infirmerie Victor Pasco, le garçon qui était en train de mourir. C'était aux alentours de 10 heures. Jusque-là, tout s'était déroulé le plus tranquillement du monde. À 9 heures, soit une demi-heure après l'arrivée de Louis, les 2 aides-soignantes bénévoles qui étaient de service ce jour-là vinrent prendre leur poste. Elles devaient rester jusqu'à 15 heures. Louis leur offrit une tasse de café avec un beignet et leur fit un topo d'un quart d'heure pour leur expliquer ce qu'il attendait d'elles, en insistant plus particulièrement sur la valeur symbolique de leur fonction. Ensuite, Miss Charlton prit le relais. Au moment où elle les précédait hors du bureau, Louis l'entendit demander « Vous n'êtes pas allergique à la merde ou au dégueulis, au moins, parce qu'ici vous en verrez beaucoup. » Louis murmura « Mon Dieu !» et il se couvrit les yeux d'une main, mais il souriait. Charlton avait beau être une vieille dure à cuire, ça ne retirait rien à sa compétence. Il entreprit de remplir les interminables questionnaires de la caisse d'assurance maladie, ce qui revenait tout bonnement à dresser un inventaire complet des stocks de médicaments et de matériel médical dont disposait l'infirmerie. « Mon Dieu, lui avait dit Steve Matterson d'une voix plaintive, chaque année ils nous refont ce coup-là. Vous n'avez qu'à inscrire unité complète pour transplantation cardiaque, valeur approximative 8 millions de dollars. Et Louis, là, ils cafouilleront complètement. » Repoussant à la périphérie de son esprit l'idée de boire une seconde tasse de café, il s'immergea totalement dans son travail, mais il en fut soudain arraché par la voix de Steve Matterson qui venait de la salle d'attente et qui hurlait « Louis, Louis, ramenez-vous vite, on a un emmerde !» Il y avait une trace de panique dans la voix de Matterson et Louis réagit instantanément. Il jaillit littéralement de son fauteuil. On aurait presque dit qu'une obscure prémonition l'avait averti à l'avance de ce qui se préparait. Venant de la direction d'où lui étaient parvenus les hurlements de Matterson, un cri de femme s'éleva, strident et effilé comme un éclat de verre, suivi par le claquement sec d'une gifle et la voix dure de Miss Charlton qui s'exclamait « Arrêtez ça, ou je vous sors! Arrêtez, vous m'entendez ?» Louis fit irruption dans la salle d'attente, et d'abord il ne vit rien d'autre que le sang. Il y en avait partout. L'une des aides-soignantes bénévoles avait éclaté en sanglots. L'autre, pâle comme un linge, pressait ses 2 doigts fermés sur les commissures de ses lèvres, et sa bouche formait un rictus horrifié. Matterson, à genoux, essayait de soulever la tête d'un jeune type étalé de tout son long sur le sol. Steve leva sur Louis les yeux écarquillés d'horreur, et il essaya de parler, mais sans parvenir à former le moindre son. Une foule était en train de s'amasser de l'autre côté des grandes portes vitrées qui ouvraient sur le hall d'accueil du centre de médecine universitaire. Les gens s'efforçaient de distinguer ce qui se passait à l'intérieur, en disposant leurs mains en visière au-dessus de leurs yeux pour ne pas être aveuglés par le reflet des vitres. La scène fit remonter du fond de la mémoire de Louis une vision qui, hormis l'analogie de la situation, était parfaitement saugrenue. Il se revit à l'âge de 5 ou 6 ans, assis devant la télé avec sa mère, le matin, avant qu'elle parte à son travail. Il regardait l'émission matinale de la NBC, Today, animée par Dave Garroway, et des passants s'agglutinaient devant les fenêtres de leur living pour regarder bouche bée les gesticulations muettes de ce bon vieux Dave. Il se retourna et s'aperçut que d'autres étudiants se pressaient aussi aux fenêtres. Il n'y avait rien à faire pour les portes. Par contre, « Tirez les rideaux !» ordonna-t-il sèchement à l'aide-soignante qui venait de crier. Comme la fille tardait à réagir, Miss Charlton lui asséna une claque sur les fesses en disant « Allez mon petit, remuez-vous !» L'aide-soignante se mit en branle et tira hâtivement les rideaux de toile verte. D'instinct, Miss Charlton et Steve Matterson s'étaient placés entre le corps étendu sur le sol et les portes, faisant écran du mieux qu'ils le pouvaient. « Civière, docteur ?» interrogea Charlton. « Allez la chercher si vous le jugez nécessaire, » répondit Louis en s'accroupissant à côté de Matterson.
Moi, je n'ai même pas pu le regarder encore. Venez avec moi, fit Charlton en s'adressant à la fille qui avait tiré les rideaux. Elle s'était à nouveau collé les poings sur les côtés de la bouche et tirant ses lèvres en un sourire sans joie. Elle se tourna vers l'infirmière-chef et gémit. Ah. Oui, vous avez raison. Allez, venez. Miss Charlton tira énergiquement la fille par le bras, et le bas de sa blouse de nylon à rayures rouges lui balaya les mollets avec un bruit soyeux. Louise se pencha sur son premier patient de l'université d'Orono. C'était un garçon d'une vingtaine d'années, et Louise ne mit pas plus de 3 secondes à établir son diagnostic, qui était sans appel. Ce garçon allait mourir. Il avait le crâne embouilli, la nuque brisée et l'extrémité blanchâtre de l'acromion dépassait de son épaule droite enflée et tordue. Un flot de sang mêlé d'un liquide jaunâtre et purulent s'écoulait de son crâne ouvert, imprégnant lentement la moquette. À travers le pariétal éclaté, Louis apercevait la masse grise et palpitante du cerveau. La brèche faisait bien 5 centimètres de large. S'il avait eu un bébé à l'intérieur du crâne, il aurait pu en accoucher, tel Zeus engendrant par le front. Le plus incroyable était qu'il fût encore en vie. Louise crut entendre résonner au fond de son esprit les paroles de Judd Crandall. Elle vous collait après comme de la merde aux souliers. Et celle de sa mère. Quand on est mort, on est mort. Une envie de rire insensé s'empara de lui. Ça, oui, ma foi, quand on est mort, on est mort. Tout juste, Auguste. Vite, appelez l'ambulance, ordonna-t-il à Matterson d'une voix brève. Il faut que nous. Mais Louis, l'ambulance est. Nom de Dieu s'écria Louis en se frappant le front. Son regard se posa sur Miss Charlton. Joanne, qu'est-ce qu'on est censé faire en pareil cas? Alerter les services de sécurité du campus ou appeler directement l'hôpital? Joanne Charlton avait l'air bouleversée. Louis se dit qu'il devait être bien rare de la voir décontenancée comme cela. Pourtant, c'est d'une voix relativement calme qu'elle lui répondit. « Je ne sais pas, docteur. Depuis que je travaille ici, nous n'avons jamais été dans une situation comme celle-ci. » Louis réfléchit rapidement. « Appelez la police du campus, dit-il enfin. On n'a pas le temps d'attendre que l'hôpital nous envoie une ambulance. Au besoin, ils pourront toujours le transporter à Bangor à bord d'une voiture de pompiers. Au moins, comme ça, ils auront une sirène, un gyrophare. Allez, dépêchez-vous, Joanne, allez !» Avant de sortir, Miss Charlton gratifia Louise d'un long regard compatissant qu'il n'eut aucune peine à interpréter. Ce garçon superbement bronzé et bien musclé, sans doute avait-il passé l'été à travailler à l'air libre, comme cantonnier ou peintre, à moins qu'il n'eût donné des leçons de tennis, qui portait pour tout vêtement un short rouge à bandes blanches, allait mourir en dépit de tout ce qu'il pourrait tenter. Et il n'y aurait pas eu plus de chance de le sauver si l'ambulance avait été au parking et prête à démarrer au moment où on l'avait amené. L'agonisant bougeait. Louis avait du mal à y croire, mais c'était un fait. Ses cils battirent et il ouvrit les yeux. Ils étaient bordés de sang, et leur iris bleu fixait le vide sans voir. Le jeune homme fit mine de remuer la tête, mais Louis l'en empêcha en exerçant une légère pression. Il avait la nuque brisée, et bien qu'il eût le crâne en marmelade, il n'était pas exclu qu'il puisse encore éprouver de la douleur. « Qu'est-ce qui lui est arrivé » demanda-t-il à Steve, en réalisant aussitôt qu'étant donné les circonstances, sa question était imbécile et superflue. C'était une question de badaud. Il est vrai que c'est à ce rôle que le réduisait le crâne troué de cet homme. Il n'était guère plus qu'un badaud. « Ce sont les appariteurs qui l'ont amené ?»« Non, dit Steve, des étudiants. Ils l'ont transporté dans une couverture transformée en civière de fortune. J'ignore tout des circonstances de l'accident. Mais il fallait que Louis songe avant tout à ce qui allait se passer maintenant. C'était surtout cela qui était de son ressort. « Allez voir si vous ne pouvez pas les trouver, dit-il. Faites-leur faire le tour du bâtiment et dites-leur d'attendre derrière. Je veux les avoir sous la main, mais je ne tiens pas à ce qu'ils en voient plus qu'il n'est nécessaire. » L'air soulagé de pouvoir se soustraire enfin à ce spectacle pénible, Masterton marcha jusqu'à la porte et l'ouvrit. Un brouhaha confus de questions et d'exclamations salua son apparition. Louis entendit aussi le ululement d'une sirène de police qui s'approchait. Les hommes du service de sécurité du campus arrivaient. Louis éprouva un lâche soulagement. Des gargouillements indistincts s'échappèrent de la gorge du mourant. Il essayait de dire quelque chose. Louis distingua des sons qui ressemblaient à des syllabes, mais les mots ne prenaient pas forme. Il se pencha au-dessus du visage du jeune homme et lui souffla « Tout va s'arranger, mon petit gars, t'en fais pas. » Au moment où il prononçait ces paroles, l'image de Rachel et d'Élie se forma dans son esprit. Il sentit son estomac se soulever. Il se couvrit la bouche d'une main et étouffa un renvoi. « Ah !» fit le mourant. « Ah !» Louis regarda autour de lui. Ils étaient momentanément seuls dans la pièce. Au loin, il entendit la voix de Joanne Charlton qui engueulait les aides-soignantes bénévoles. « Mais puisque je vous dis que la civière est dans le placard de la salle de soins numéro 2,
Louise doutait que les deux filles fussent capables de faire la différence entre la salle de soins numéro 2 et les testicules d'une grenouille. Mais après tout, c'était leur premier jour de boulot. Foutrement joyeux pour une première prise de contact avec l'univers exaltant de la médecine. À présent, une grande tache violacée s'élargissait peu à peu sur la moquette verte autour du crâne démoli du garçon. Mais Dieu merci, le liquide céphalorachidien ne suintait plus de sa blessure béante. « Le cimetière des animaux !» croassa le mourant. Et là-dessus, ses lèvres s'écartèrent et formèrent un rictus étonnamment semblable à la grimace hystérique de l'aide-soignante qui avait tiré les rideaux. Louis le fixa d'un regard interdit, et tout d'abord son esprit se refusa à enregistrer les paroles qu'il venait d'entendre, puis il se dit qu'il avait dû être victime d'une hallucination auditive. Il a encore émis des sons informes, et mon subconscient les a liés en un tout cohérent en les rapprochant à ma propre expérience. Mais cette explication ne résista qu'un instant au choc de la réalité. Une terreur atroce s'empara de lui, et une chair de poule fourmillante lui couvrit instantanément les avant-bras et le ventre. Il lui semblait sentir sa peau se hérisser par vagues, et pourtant il refusait toujours de croire qu'il avait bien entendu cela. Oui, il avait vu les lèvres sanglantes du mourant étendues sur la moquette former ces mots au moment même où ses oreilles les percevaient. Mais ça voulait simplement dire que son hallucination avait été visuelle autant qu'auditive. « Qu'avez-vous dit » murmura-t-il. Et cette fois, bien que les paroles du mourant rendissent un son étrange, pareil à celui que peuvent produire un perroquet ou un corbeau auquel on a fendu la langue, Louis les perçut très distinctement. Il avait dit « Ce n'est pas le vrai cimetière ». Ses yeux étaient vacants, aveugles, bordés de sang. Sa bouche aux lèvres retroussées souriait comme celle d'un poisson mort. Une épouvante sans nom avait pris possession de Louis. Une terreur glaciale referma sur son cœur ses serres broyeuses. Il se sentit rapetissé, devenir de plus en plus minuscule, jusqu'à ce que l'envie le prenne de d'étaler sans demander son reste, de fuir à toutes jambes cette tête mutilée qui lui parlait tout en se vidant de son sang sur la moquette de la salle d'attente. Louis n'avait reçu qu'une éducation religieuse très sommaire, et il n'avait jamais eu d'inclination pour la superstition ou l'occulte. Rien ne l'avait préparé à affronter ce genre de phénomène. Il mit tout ce qu'il avait de force à maîtriser sa terreur, et, au lieu de s'enfuir, il se contraignit à s'approcher encore plus du visage du mourant. « Qu'avez-vous dit » interrogea-t-il pour la deuxième fois. « Cet horrible rictus. »« Un cœur d'homme a un sol plus rocailleux encore, Louis, » articula le mourant d'une voix à peine audible. « On y fait pousser ce qu'on peut, et on le soigne. »« Louis » se dit-il. À partir de son nom, sa conscience n'avait plus rien enregistré. « Mon Dieu, il m'a appelé par mon nom. »« Mais qui êtes-vous » demanda Louise d'une voix tremblante et cassée. « Qui êtes-vous ?»« Indien, pêche, poisson. »« Mais comment savez-vous mon nom ?»« Nous, pas s'approcher, nous savoir. »« Mais qu'est-ce que vous dites ?»« fit le garçon, et Louise crut sentir dans son haleine la mort, les lésions internes, le cœur désaccordé, la rupture, la chute dans le néant. « Quoi » s'écria-t-il en réprimant une envie absurde de le secouer. « Le garçon en short rouge fut agité de frissons spasmodiques, puis soudain il se pétrifia, comme si tous ses muscles s'étaient coincés d'un coup. Un court moment, ses yeux perdirent leur expression vacante, et ils accrochèrent brièvement le regard de Louis. Ensuite, il se relâcha entièrement. Une odeur nauséabonde s'éleva. Louis attendait qu'il parle encore, il le fallait, mais ses yeux redevinrent vides, puis ils devinrent vitreux. Il était mort. Louis se redressa, tomba assis. Il sentit vaguement que ses vêtements lui collaient au corps, il était inondé de sueur. Les ténèbres s'épanouirent en une noire corolle autour de lui, effleurant ses yeux de leur aile immense, et l'univers se mit à tanguer vertigineusement. Réalisant ce qui était en train de lui arriver, Louis se détourna du cadavre, se mit la tête entre les genoux et s'enfonça les ongles du pouce et de l'index de la main gauche dans les gencives, jusqu'à ce que le sang lui afflût de nouveau au visage. Au bout de quelques instants, les objets reprirent leur contour familier. Sur ces entrefaites, les gens affluèrent de nouveau dans la pièce. On aurait dit qu'il s'agissait d'un mouvement parfaitement réglé, comme s'ils eussent été des acteurs entrant en scène sur un signal donné, et cela ne fit qu'ajouter au sentiment d'irréalité et de désorientation qu'éprouvait Louis. Ces sentiments, qu'il avait étudiés au temps où il suivait des cours de psychologie expérimentale, mais jamais éprouvés personnellement, étaient d'une acuité terrifiante. Il supposa que c'était à peu près ce qu'on devait ressentir après avoir bu un café dans lequel on vous avait glissé en douce une dose massive de LSD. On dirait une mise en scène réglée spécialement à mon intention, se dit-il. D'abord, la pièce est providentiellement vidée de tous ses occupants, afin que l'augure mourant puisse me réciter en tête-à-tête quelques phrases sibyllines, et dès qu'il a rendu son dernier souffle, tout le monde revient.
Les deux aides-soignantes entrèrent d'un pas mal assuré, cramponnées chacune à un bout de la lourde civière à armature fixe que l'on réservait d'ordinaire au cas de fracture des vertèbres du rachis. Joan Charlton parut à leur suite et elle annonça à Louise que les vigiles étaient en route avec la voiture de pompiers et que le jeune type avait été heurté par une auto pendant qu'il faisait du jogging. Louis repensa aux deux coureurs qui avaient surgi brusquement devant lui ce matin-là, et il sentit ses tripes se nouer. Steve Masterton entra derrière Charlton avec deux flics du service de sécurité du campus. Louis, les gens qui nous ont amenés Pasco sont dans... commença-t-il, puis il s'interrompit brusquement et interrogea. Vous vous sentez bien, Louis ? Oui, ça va, répondit Louis en se levant. De nouveau, une sensation d'étourdissement l'envahit, puis reflua. Il s'appelle Pasco demanda-t-il d'une voix un peu incertaine. Victor Pasco, répondit un des vigiles. C'est la jeune fille avec laquelle il faisait du jogging qui nous l'a appris. Louise vérifia l'heure sur son bracelet-montre et en retrancha 2 minutes. Une femme sanglotait bruyamment dans la salle où Masterton avait consigné les gens qui avaient transporté Pasco. Joyeuse rentrée des classes, ma petite dame, songea-t-il. J'espère que vous aurez bien du plaisir ce semestre. Notez que M. Pasco est décédé à 10h09, annonça-t-il. L'un des deux vigiles s'essuya la bouche du revers de la main. Vous êtes sûr que ça va bien, Louis ? Insista Masterton. Vous avez une tête épouvantable. Au moment où Louis ouvrait la bouche pour lui répondre, une des aides-soignantes lâcha brusquement les poignées de la civière et se précipita dehors en projetant un jet de vomissure sur le devant de sa blouse. Le téléphone se mit à sonner. La jeune femme qui pleurait dans la salle fermée se mit à hurler le prénom du mort en le répétant sans arrêt. « Vic, Vic, Vic !» La salle d'attente devenait un vrai pandémonium. Un des vigiles réclama une couverture pour en envelopper le corps, et Miss Charlton lui répondit qu'elle n'était pas sûre d'avoir le droit de lui en remettre une sans autorisation écrite. Louis eut soudain l'impression qu'il s'était égaré au milieu d'une scène d'Elsa Poppin. Il réprima non sans peine le début d'hilarité qui lui chatouillait le gosier. Ce Pasco lui avait-il vraiment parlé du cimetière ? Avait-il vraiment prononcé son nom ? C'est cela qui avait manqué le faire défaillir. C'est à cause de cela qu'il s'était senti aspirer au fond d'un grand vide intersidéral comme un satellite arraché à son orbite. Mais déjà son esprit tissait autour de ces instants une espèce de pellicule protectrice. Il modifiait les éclairages, remodelait la pâte, corrigeait les angles. Le mourant n'avait pas pu dire cela. Il avait forcément dit quelque chose d'autre, ou peut-être même qu'il n'avait rien dit. Et dans le choc et le trouble de ce terrible moment, Louis avait mal interprété ses paroles. Le plus probable était que Pasco n'avait émis que des sons sans suite, comme il l'avait d'abord pensé. Louis fit un effort pour se ressaisir, tâtonna à la recherche de cette part de lui-même grâce à laquelle il avait su convaincre l'administration de lui confier cet emploi en lui donnant la préférence sur 53 autres postulants. Il fallait que quelqu'un reprenne la situation en main. Personne ne prenait d'initiative, la pièce était pleine de gens qui tournaient en rond. « Steve, allez administrer un sédatif à cette jeune femme, dit-il. Et aussitôt qu'il eut prononcé ces paroles, il se sentit beaucoup mieux. Il lui semblait être aux commandes d'une fusée qui s'élevait rapidement dans l'espace, en abandonnant derrière elle une petite lune lugubre. La dite lune étant bien sûr ce moment de pur délire pendant lequel il avait cru que Pasco lui parlait. On l'avait embauché pour prendre les choses en charge, eh bien, c'est ce qu'il allait faire. « Johan, donnez une couverture à ce monsieur. »« Mais docteur, nous n'avons pas encore inventorié. Donnez-lui quand même une couverture. » Et ensuite, vous irez voir ce qui se passe avec l'aide-soignante. Le regard de Louise se posa sur la seconde bénévole. Elle n'avait pas lâché l'autre extrémité de la civière et fixait la dépouille de Victor Pasco d'un œil hypnotisé. « Mademoiselle, dit-il sèchement, et les yeux de la fille s'arrachèrent brusquement à la contemplation du cadavre. « Quoi ? Comment s'appelle votre amie ? Qui ça ?»« Celle qui a dégueulé, précisa-t-il avec une brutalité délibérée. Jody Delesio. Et vous, votre nom ? Moi, c'est Carla, répondit-elle d'une voix un peu plus assurée. Eh bien, Carla, allez voir comment va Jody et apportez-nous cette couverture. Vous en trouverez une pile dans la petite armoire murale qui se trouve à côté de la porte de la salle de soins numéro 1. Allez-y, allons-y, quoi, tout le monde. Conduisons-nous un peu en professionnel. Et ils obtempérèrent. L'instant d'après, les hurlements cessèrent dans la pièce voisine. Le téléphone qui s'était tu se remit à sonner. Louis enfonça la touche d'attente sans décrocher le combiné. Le plus âgé des deux vigiles avait l'air moins émotif que son collègue, et Louis s'adressa à lui. « Qui devons-nous avertir ? Vous avez une liste ?» Le vigile fit un signe d'acquiescement avant de dire « C'est notre premier accident mortel depuis 6 ans. Voilà une année qui débute mal. »« Ça, vous pouvez le dire, » fit Louis. Il déverrouilla la touche d'attente et souleva le combiné. « Allô ?» fit une voix surexcitée. « Qui est-ce qui ?»
Et Louis coupa la communication, après quoi il entreprit de passer la longue série de coups de fil obligatoires. La fièvre ne retomba qu'un peu avant 16 heures, après que Louis eut présenté une déclaration à la presse en compagnie du directeur des services de sécurité du campus, Richard Irving. La victime, un étudiant du nom de Victor Pascoe, était en train de faire son jogging quotidien avec 2 camarades, dont sa fiancée, lorsqu'une automobile pilotée par Tremont Winters, 23 ans, résident à Haven dans le Maine, avait franchi sans avertissement un carrefour protégé. La voiture de Winters, qui remontait l'allée conduisant du gymnase des femmes au centre du campus, avait heurté Pascoe de plein fouet et l'avait précipité la tête la première contre un arbre. Pascoe avait été transporté à l'infirmerie dans une couverture par ses amis et 2 passants. Il était mort quelques minutes plus tard. Winters avait été écroué sous la triple inculpation d'excès de vitesse, de conduite en état d'ivresse et d'homicide involontaire. L'envoyé du quotidien des étudiants demanda s'il pouvait écrire que Pascoe avait succombé des suites de multiples blessures à la tête. Revoyant en esprit la large brèche ouverte sur le cerveau palpitant, Louis lui répondit qu'il aimait mieux laisser au coroner du comté de Penobscot le soin d'annoncer les causes officielles du décès. Le même journaliste lui demanda alors s'il n'était pas possible que les autres jeunes gens qui avaient transporté Pascoe à l'infirmerie dans une couverture aient provoqué inintentionnellement sa mort. « Non, répondit Louis, c'est tout à fait exclu. Malheureusement, M. Pascoe a été mortellement blessé sur le coup. En tout cas, c'est mon opinion. » On lui posa encore quelques questions pour la forme, mais cette dernière déclaration avait virtuellement mis fin à la conférence de presse. À présent, Louis était assis dans son bureau. Steve Masterton était rentré chez lui 1 heure auparavant, aussitôt après le passage des journalistes, avec une hâte suspecte dont Louis avait déduit qu'il espérait se voir au journal télévisé du soir. Et il essayait de récupérer un peu du temps perdu pendant la journée, ou peut-être qu'il s'efforçait simplement de masquer la réalité de ce qui lui était arrivé sous un dérisoire glacis de routine. Il classait, avec l'aide de Miss Charlton, les fiches des prioritaires, ces étudiants qui se cramponnent désespérément à leurs chères études en dépit de diverses invalidités. Le fichier priorité comportait 23 diabétiques, 15 épileptiques, 14 paraplégiques, et tout un assortiment d'autres cas, leucémie, sclérose en plaques, dystrophie musculaire progressive. Il y avait aussi des aveugles, 2 sourds-muets, et même un cas d'anémie à hématie falciforme, une affection tellement peu répandue que Louis n'en avait encore jamais rencontré au cours de sa carrière. À un certain moment de l'après-midi, juste après le départ de Steve, Louis avait vraiment cru toucher le fond. Miss Charlton était entrée dans son bureau et avait posé devant lui une feuille de bloc-notes rose sur laquelle il avait lu « Bangor Moquette nous livrera demain matin à 9 heures. » « Mais il nous livre quoi ?» avait demandé Louis. « Il faut bien qu'on remplace la moquette, » lui avait expliqué Charlton d'un ton d'excuse. « On ne peut pas faire disparaître une tâche pareille, docteur. » Non, évidemment. Là-dessus, Louis s'était rendu dans la pharmacie et il avait avalé un comprimé de Twinal, un barbiturique d'une efficacité redoutable que le premier compagnon de chambre qu'il avait eu à l'école de médecine désignait sous le sobriquet affectueux de « train du rêve ». « Monte dans le train du rêve avec moi, Louis, lui disait-il, et je mettrai un disque de Creedence. » La plupart du temps, Louis déclinait poliment, et il avait sans doute bien fait de se montrer circonspect. Son camarade de chambre s'était fait lamentablement recaler à tous ses examens, et son train du rêve l'avait finalement débarqué au Vietnam, où on l'avait affecté comme brancardier au service de santé. Quelquefois, Louis l'imaginait dans son antenne de campagne, défoncé jusqu'aux oreilles et écoutant Creedence. Mais il était bien forcé de prendre quelque chose s'il fallait qu'il supporte de voir ce bout de papier rose glisser sous le pince-notes de sa tablette à écrire chaque fois qu'il lèverait les yeux des fiches étalées devant lui. Il était gentiment parti quand Mrs. Bailings, l'infirmière de nuit, passa le nez dans l'entrebâillement de la porte et lui dit « Votre femme vous demande sur la ligne 1, Dr. Creed. » Louise consulta sa montre. Il était près de 5h30. Et lui qui avait prévu de quitter son poste à 4h. « Je la prends, dit-il. Merci, Nancy. » Il souleva le combiné et enfonça la touche numéro 1. « Salut, Rachel. Je suis juste en train de... »« Louise, tu te sens bien ?» le coupa-t-elle. « Oui, ça va. J'ai appris la nouvelle par radio, Lou. Je suis vraiment désolé. » Elle marqua un temps avant de poursuivre. « Je t'ai entendu répondre aux questions des journalistes. Tu donnais bonne impression. »« Ah bon ?» demanda-t-il. « Tant mieux. »« Mais tu es vraiment sûr que tu te sens bien ?»« Mais oui, je te dis que ça va, Rachel. »« Alors, rentre à la maison, dit-elle. »« Oui, je rentre, fit Louis. Se rentre à la maison avec quelque chose d'appétissant.